Pour atteindre l'état de méditation, cette notion de mise en harmonie avec l'infini, une personne qui n'a jamais médité peut ressentir cela avec la même intensité qu'une personne qui médite depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans et depuis très très longtemps. Méditer vient du latin meditare, qui signifie s'exercer. La méditation sensuelle, pourquoi? Parce que le plaisir des sens. C'est sensuel, souvent les gens confondent avec sexuel. Et donc, pour la première fois, on a une technique de méditation qui met en avant le plaisir des sens. Cet héritage, en fait, cet enseignement qui est amené par Raël et qui est amené par cette civilisation qui a créé l'humanité. Au fil des années, son enseignement est allé de plus en plus profondément sur ce qu'est la méditation. Il nous a expliqué en fait comment fonctionne notre cerveau et comment on peut l'utiliser vraiment. Ce qu'il nous explique, c'est qu'en fait, on a ce cerveau qui est en permanence en ébullition et à l'intérieur, il y a un tout petit groupe de neurones qui sont constitués notamment de la première cellule qui a été constituée. Ça n'existe nulle part ailleurs en termes d'enseignement. Mais cette explication que l'on a à l'intérieur de nous, un circuit unique, avec une cellule, la cellule initiale unique, qui est notre moi intime et qui est complètement chantée tout le temps que l'on pense. Et quand on arrête de penser, quand on arrête ce circuit infernal de pensée, on lui laisse la place de s'épanouir, de se connecter à ce petit réseau de neurones. Et c'est là où on atteint ce niveau de connexion avec l'univers, ce sentiment qu'il n'y a pas de séparation qui est décrit par tous les gens qui font de la méditation. C'est vraiment l'outil par excellence qui permet de sortir de cette souffrance, torture mentale, qui en fait sont des enseignements des Elohim, de ces gens qui nous ont créés. Ils nous ont créés comme une horloge et ils savent comment nous fonctionnons. Donc c'est l'horloger qui nous donne le mode d'emploi. Donc quelque part c'est un mode d'emploi de comment notre outil terrestre fonctionne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vision Raélienne. C'est vraiment un vrai plaisir de nous retrouver, de vous retrouver, ceux qui nous écoutent, et puis de nous retrouver, Brigitte, Guillaume, Princesse. Bonjour à tous. Bonjour. Et à toutes. Salut à toi, Xavier. Salut. Bon, on vous rappelle le principe de la vision raélienne. On est là pour se retrouver. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous suivent fidèlement. Franchement, ça nous fait chaud au cœur. Aujourd'hui, ce sera la méditation. Mais juste avant, ce qui est sympa avec cette vision raélienne, c'est qu'on retrouve Brigitte au Mexique, Guillaume en Afrique et Princesse en France. Brigitte au Mexique, comment ça va en Amérique du Nord, en Amérique centrale? Quelles sont les nouvelles ces derniers temps là? Je vous rappelle, on enregistre cette émission, nous sommes le 26 avril. Nous sommes le vendredi 26 avril. Et Brigitte, ces derniers temps, qu'est-ce qui t'a touché particulièrement? Ce qui m'a touché, non, c'est pas très mexicain en fait. Ouais. En fait, mais je réfléchissais, qu'est-ce que je pourrais partager de ce qui m'a touché? J'avais deux points. En fait, le premier, c'était cette semaine, je pense. Je parlais de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, right? Non pas qu'on est très content de Facebook, il y a plein de problèmes sur cette plateforme et tout, même si on l'utilise quand même pas mal. Mais j'ai apprécié le fait que, tu sais, bon, comme tous les grands groupes, ils travaillent sur l'intelligence artificielle.
Et il a développé, enfin ses équipes ont développé un système équivalent à ChatGPT, que j'utilise pas mal. Et ça s'appelle Llama ou Llama 3, je ne sais pas comment on le prononce au français. Et il a décidé de le faire open source, donc d'avoir la programmation disponible pour tout le monde. Et ça, je trouve que ça, c'est fondamental pour le futur de l'intelligence artificielle. C'est que, quelles que soient les programmations qui sont développées quelque part, elles peuvent être disponibles ailleurs. C'est la meilleure façon, en fait, d'éviter qu'il y ait comment dire, un groupe ou quel que soit politique ou des intérêts financiers qui contrôlent complètement ça. Donc, je trouve que c'est une démarche extraordinaire. J'avoue que ça m'a touchée. L'autre point que je trouve intéressant, c'est Aubrey de Grey, j'en parle souvent. C'est un des gourous de la longévité, donc comment dire, comment vivre bien et longtemps et pousser les limites autant que possible. Donc on le connaît, hein, il est venu en fait faire une présentation à un de nos stages. Donc si vous êtes intéressé par les universités du bonheur, sachez qu'on a des participants qui sont extraordinaires. Et ouais. l'un des Israéliens, c'est ça? Oui, je me souviens très bien une fois. Okay. Mais en fait, donc c'était à l'époque où Maitreya était très parlait beaucoup de cet aspect, du fait qu'on peut vivre éternellement. Donc c'était à la période du clonage et tout ça. Mais il a lancé des études sur les souris en utilisant en parallèle pour comparer toutes les différentes interventions qui sont connues comme pouvant étendre la durée de vie et aussi surtout une durée de vie en bonne santé, quoi. Donc il a fait cette étude-là et en parallèle, juste cette semaine, il a publié sur Twitter, une rétrospective de toutes les différentes façons dont on peut vivre plus longtemps et mieux, et donc au moins sur les souris. Et ce qui vient en tête, c'est la restriction calorique, c'est le jeûne, et qui n'a jamais été battu jusqu'à présent. Donc l'étude date de 1986, hein, et c'est toujours en tête de toutes les interventions possibles. Il y a plein d'autres choses, les hormones de croissance, et puis maintenant il y a des molécules comme rapamycine et tout, rapamycine en français ou des choses du genre, mais le jeûne est toujours en tête. Et il faut se rappeler quand même que ça fait partie des enseignements de Raël dès 1975. Les premiers stages, c'est il faut jeûner pour vivre bien. Et je trouve que ça, c'est intéressant de voir comment c'est confirmé encore dès 1975. Maitreya nous donnait les informations dont on avait besoin. Et là, c'est vivre bien. Alors, ces études qui ont été faites sur les souris par rapport à la longévité, c'est tout récent, c'est ça, hein, donc là, en ce moment, il conduit des études en parallèle. Donc, il a plein d'études qui se font de la thérapie génique pour produire la télomérase. Enfin, il y a plein d'autres études qui sont en cours. Peut-être que ces études, peut-être ces interventions vont être mieux que le jeûne. Mais jusqu'à présent, rien de ce qui a été étudié depuis 1986 n'a dépassé le jeûne calorique, le jeûne régulier, quoi. Ben c'est super. Fantastique, non? Confirmation, donc on a juste un verre d'eau, quoi. Ouais, voilà, un verre d'eau. On a tous un autre petit verre d'eau. Guillaume, toi, t'es en Afrique, hein, donc on en discutait là. C'est tombé là. Il y a un ou 2 jours là. Le président du Portugal, tu peux nous en dire un peu plus là par rapport à ces prises de position par rapport au passé esclavagiste des pays occidentaux. Oui, c'est extraordinaire. Marcelo Rebelo de Sousa, si je prononce bien son nom, qui le 23 avril dernier déclarait dans une discussion avec des journalistes qu'il estime que le Portugal doit dédommager les colonies pour les méfaits qu'il a commis auprès donc des pays qu'il a colonisés. Il y en a un certain nombre, hein. C'est plusieurs millions de personnes qui ont été déportées, des gens massacrés, enfin bon, spoliés de leurs biens. Parmi les pays, donc, il y a Sierra Leone, l'Angola. En Afrique, on parle de l'Afrique, mais il y a eu aussi des pays en Asie, hein, Goa, tout ça, c'était le Portugal. Et il y a aussi l'Amérique du Sud. Il y a eu le Brésil, il y a eu le Costa Rica, etc. Donc, ça fait quand même
pas mal de choses, mais bon, en ce qui concerne, moi, je trouve que c'est bien parce que plusieurs fois, en Afrique, ces choses-là ont été demandées et plusieurs fois, Maitreya, Raël a demandé à ce que ça se fasse et puis là, c'est bien que ça bouge. Alors, ça met une petite pression, hein, parce que d'un côté, on a le Portugal qui dit ça et de l'autre côté, il y avait Sarkozy qui disait lors de son mandat que l'Afrique devrait remercier pour les bienfaits de la colonisation. Et c'est quelqu'un un jour qui m'a dit ils ont construit des routes. Et donc on s'en serait passé. Et puis pour aller chercher de l'or, c'est sûr qu'il vaut mieux des routes que de la forêt dense. Et il y a eu d'ailleurs certains procès qui ont été mis en place en France, hein, pour récupérer des biens dans différents musées, des biens africains qui appartiennent aux Africains. Donc bon, c'est super, c'est une très très belle avancée. Non, en tout cas, c'est quelque chose. C'est presque, c'est historique, hein. C'est la première fois qu'un président d'une grande nation européenne anciennement esclavagiste fait une telle déclaration. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, non seulement c'est historique, mais en même temps, il faut savoir que jusqu'à présent, plusieurs pays africains, principalement l'Afrique de l'Ouest, payent en fait un tribut à la France pour la colonisation. Ça veut dire que on paye une taxe, en fait, les Africains, pour les bienfaits de la colonisation. Chaque année, c'est des sommes colossales qui sont données, en fait, rétribuées à la France pour la colonisation. Quand on sait que la richesse d'un pays est basée sur la quantité d'or qu'il y a, enfin, la monnaie, en fait, est indexée sur l'or et que l'or a été pillé en Afrique, on se demande qui sont les pays riches, qui sont les pays pauvres. Et quand on voit que les Occidentaux disent prêter de l'argent en Afrique alors qu'ils l'ont volé, je trouve que c'est super, en fait, Marcelo Rebelo de Sousa qui prend, en fait, la chose à contre-pied, là. D'accord. Non, c'est super. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça met en perspective les positionnements que prend Raël depuis tant d'années là-dessus, quoi. Et donc, c'est génial. Luna, toi, tu es en France. Oui. Tu es en France. Oui. Quelles sont les nouvelles? Bah écoutez, les nouvelles sont simples. D'abord, je vous présente mon chat qui s'appelle Jésus et j'ai demandé à Raël si je pouvais appeler mon prochain chat. Raël, il m'a dit oui, ce serait un honneur. Voilà, donc déjà, je commence avec ça. Et puis, il adore les micros, hein. Je suis désolée, à chaque fois que je suis sur le micro, il peut pas s'en empêcher, il faut qu'il soit là. Sinon, je vous avoue que j'ai été très hermétique à ce qui se passait dans le monde ces temps-ci. Et ça aussi, un enseignement de Maitreya, de Raël, c'est que quand on se sent fatigué, il faut savoir couper les écoutilles. Parce que finalement, effectivement, on est bombardé d'informations. Et il m'a dit une fois, et ça c'est un enseignement que j'ai gardé, que trop d'empathie ou qu'il fallait être en forme pour affronter le reste du monde. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir s'écouter et parfois avoir cet instinct de retraite. Alors moi, cette semaine, j'ai travaillé, mais c'est vrai que je me suis un peu écoutée et j'ai décidé de m'occuper de moi, d'être en forme et d'être centrée non pas sur l'extérieur mais plutôt sur l'intérieur. Donc je peux dire que je sais pas ce qui s'est passé dans le monde et j'ai adoré ne pas savoir ce qui se passe dans le monde. Et là, ça y est, j'ai rouvert les portes et je suis là. Voilà. Alors, j'ai une question pour toi. Juste une question. Ouais. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans ton monde? C'est peut-être ça l'essentiel qu'on devrait savoir, non? Absolument. Je sais ce qui s'est passé dans mon monde et j'ai adoré ce qui s'est passé dans mon monde. Je suis d'une très bonne compagnie pour moi-même. Et quand tout à l'heure, Brigitte parlait de jeunes, c'est une sorte de jeûne aussi. Absolument. De temps en temps, le jeûne sensoriel, en fait, on parle souvent du jeûne alimentaire, mais parfois aussi savoir se couper. Et je pense qu'il y a effectivement dans cette surenchère d'informations une nécessité parfois de couper, d'ailleurs de pas être tout le temps sur un téléphone, de pas avoir d'ordinateur. Ça fait partie de notre équilibre. On a été construit d'une manière qui fait que nous avons aussi besoin parfois d'être juste connectés à la création des Elohim, à la création de ceux qui nous ont créés, c'est-à-dire juste de profiter du monde. Et c'est ce que j'ai fait en grande partie, en tout cas ces dernières heures. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas fâchés avec moi. Hein. Petite attention à ceux qui nous écoutent. Hein. Vous pouvez couper votre téléphone, mais à la fin de cette vidéo, quoi, parce que du coup, personne qui suit à la lettre ce que tu dis là. Bon, mais super, génial. Vous savez quoi? Moi, ce qui m'a touché ces derniers temps, c'est plus une actualité raélienne, on va dire. Pour ceux qui nous écoutent, et on sait vous êtes nombreux à nous écouter en dehors du champ de la sphère raélienne, par le nombre de vues qu'on a. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a touché ces derniers temps. Dans le mouvement, on a 4 fêtes dans l'année. Hein. On se réunit
au niveau régional, au niveau national, 4 fois dans l'année, à des dates particulières. Et dernièrement, on a eu ce qu'on appelle un rassemblement, en fait, grosse réunion, c'était le premier dimanche d'avril. Et ça a été le cas pour beaucoup d'entre nous. Je sais pour Luna, pour Guillaume également. On a eu des témoignages de gens qui sont venus à ces rassemblements et qui suivent les visions raéliennes, ce rendez-vous là qu'on propose. Et vraiment, merci pour vos retours. Si vous nous écoutez, si vous reconnaissez là, en nous écoutant aujourd'hui, merci parce que ça nous a fait énormément plaisir. Et on sait que ce programme, vous appréciez ce programme, surtout par rapport au fait qu'en fait, vous l'avez compris, on n'est pas là pour donner la leçon ou quoi que ce soit. On est là pour échanger entre nous, encore une fois, donner notre avis, tout simplement. Il y a le moins de coupures possible dans ce qu'on vous offre. Et il semble que vous appréciez ces échanges naturels. C'est comme une bande de potes. Et puis vous êtes avec nous. Alors là, on est 4 là à discuter entre nous, mais on sait qu'on est des centaines. C'est comme si on était autour d'une table avec des centaines de personnes. Et encore une fois, merci vraiment pour votre fidélité, et puis n'hésitez pas à partager, à liker, à partager ces rendez-vous qu'on vous propose. C'est vraiment un vrai plaisir. Je vais rajouter quelque chose. C'est par rapport à cet aspect qui est très important, c'est que là on est sur du virtuel, on va dire de l'ordinateur, et c'est bien, hein, c'est un super outil. Et ce qui a été extraordinaire depuis ces quelques semaines, c'est de rencontrer les gens en vrai, en chair et en os, de pouvoir se prendre dans les bras, se dire bonjour. Et c'est vrai que nous avons eu beaucoup de retours, ce dernier rassemblement que nous avons eu au mois d'avril, le 7 avril, c'est de voir des gens arriver, des gens qui sont arrivés chez moi, la réunion était chez moi, et des gens qui ne nous connaissent pas, uniquement par Internet, et qui ont eu envie de passer le cap, de nous rencontrer physiquement, et qui m'ont dit, à la fin de cette journée que nous avons passée ensemble, ils avaient eu l'impression d'être au paradis, de vivre quelque chose en réel, quoi, et de vraiment de partager, de manger ensemble, de communier quelque part ensemble. Et cet aspect, il est important. Nous avons besoin, effectivement, d'avoir des informations, mais aussi de se toucher. Nous sommes une religion qui prône la sensualité, le toucher, le goûter, le fait de sentir des odeurs, de partager des sons, ou du silence parfois. Et ça a été vraiment, on a vu le avant et le après ces dernières semaines, de voir que les gens ont envie de nous rencontrer, alors que ça fait certains des années qu'ils nous connaissaient. Et là, ils ont franchi le cap. Et ils ont pris le courage à deux mains pour nous rencontrer vraiment. Et ça a été vraiment des moments merveilleux. Donc, merci ceux qui se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire là. Ça a été vraiment des super moments, des vraies rencontres. Voilà. Et vous êtes nombreux, on le sait, vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes nombreux même à reconnaître la philosophie raélienne. Et puis, on vous invite à venir nous rejoindre. Alors justement, aujourd'hui, là, si on a programmé ce rendez-vous, c'est pour parler de méditation, pour parler de cet ouvrage qu'a écrit Raël, la méditation sensuelle. Pourquoi? Parce que nous sommes au mois d'avril et très bientôt auront lieu ce qu'on appelle, alors vous l'avez vu, hein, dans les différents reportages, que ce soit sur Internet, dans les télévisions, dans les plateformes, ces fameux stages raéliens, qu'on appelle stages de méditation, stages d'éveil, qui ont lieu chaque année. En Europe, il aura lieu début août, ce sera en Italie. Il y en a un qui va avoir lieu également en Afrique. Guillaume, je sais plus quand est-ce qu'il a lieu en Afrique, c'est au mois d'août également. Oui, c'est au mois d'août également. Ah, c'est ça. Il y en aura un qui aura lieu également au Canada. Enfin, en tout cas, ces fameux stages, les stages raéliens, où en fait, il est enseigné la méditation, en particulier la méditation sensuelle, tous ces outils, en fait, cet héritage, en fait, cet enseignement qui est amené par Raël et qui est amené par cette civilisation qui a créé l'humanité. Donc là, on vous renvoie aux différents sites internet et on va en parler. On va en parler pour quelque part vulgariser tout ça, l'expliquer, le mettre en perspective et puis donner envie. Alors, je sais pas, on n'a pas trop décidé encore un ordre, mais Brigitte, si tu avais à nous faire voyager quoi, par rapport à la méditation, à nous mettre en perspective cette notion, qu'est-ce que tu auras envie de nous partager? Il y a fermer les yeux. Bon. En fait, je rebondis sur ce que tu disais. Ça fait partie des stages, mais ça fait partie des stages depuis les premiers stages. Hein. De la même façon qu'il y avait le jeûne qui était enseigné dès 1975, la méditation faisait partie de ça. Et ce qui est intéressant,
c'est qu'à l'époque, la méditation n'était pas du tout connue, enfin au mainstream, c'était très ésotérique, ça faisait partie des philosophies orientales, ça n'était absolument pas reparti. Aujourd'hui, je dirais que probablement une majorité de la population a entendu parler de méditation, non pas qu'elle pratique la méditation, mais au moins ils en ont entendu parler. C'est pas quelque chose qui est ésotérique. Et maintenant, je pense qu'il y a des gens qui font du yoga, un peu de méditation, il y a plein d'avenues. Donc, il a été pionnier dans ce sens-là en Europe ou dans le monde occidental. Mais ce qu'il a, je veux dire, au fil des années, donc la méditation sensuelle est aussi très unique. C'est comment dire, l'utilisation de ses sens, etc. Mais il apporte, et je voulais en fait donner une vision unique parce que au fil des années, son enseignement est allé de plus en plus profondément sur ce qu'est la méditation. Et c'est pas juste, ok, vous arrêtez de penser. Il nous a expliqué en fait comment fonctionne notre cerveau et comment on peut l'utiliser vraiment. Hein. Bon, aujourd'hui, là maintenant, on a une moyenne de 45 pensées par minute. C'est énorme, hein? 45 000 pensées par minute du moment où on se réveille jusqu'à ce qu'on s'endorme. Et des fois même, bien ça nous réveille. 45 par minute, ça fait presque une par seconde, quoi. Pardon? Ça fait presque une par seconde. C'est ça, hein? C'est énorme. C'est presque une par seconde. Certains, c'est une par seconde, ouais. Je pense qu'on ne peut pas avoir plus de 7 par seconde dans la théorie. Anyway. Donc, c'est un cerveau qui est à 99, parfois à 100%, dans la pensée, dans les émotions, et en loupe, et parfois, on est entre 6 000 et 60 000 pensées par jour. Ça veut dire que si tu as 6 000, ça veut dire que tu restes dans un circuit très obsessionnel, en fait. C'est donc 60 000. Anyway. Ce qui nous explique, c'est qu'en fait, on a ce cerveau qui est en permanence en ébullition et à l'intérieur, il y a un tout petit groupe de neurones qui sont constitués notamment de la première cellule qui a été constituée. Ça n'existe nulle part ailleurs en termes d'enseignement. Hein, donc on a toutes les études qui montrent que par l'enseignement, on augmente les neurotransmitters, des neurotransmetteurs de type sérotonine, dopamine, oxytocine, anandamine, qui est la source du bonheur. C'est mesuré, c'est publié, on voit qu'on peut refaire les circuits du cerveau. C'est-à-dire que si tu en es obsession dans la dépression, ce sont des connexions physiques qui peuvent se détacher et on peut refaire la connexion du bonheur. Tout ça, c'est des enseignements au fil des années de Maitreya qui sont aussi démontrés, mesurables, avec des before and after, des avant et après méditation. Donc ça, c'est bien établi. Mais cette explication que l'on a à l'intérieur de nous, un circuit unique, avec une cellule, la cellule initiale unique, qui est notre moi intime et qui est complètement chanté tout le temps que l'on pense. Et quand on arrête de penser, quand on arrête ce circuit infernal de pensée, on lui laisse la place de s'épanouir et de se connecter à ce petit réseau de neurones. Et c'est là où on atteint ce niveau de connexion avec l'univers, ce sentiment qu'il n'y a pas de séparation qui est décrite par tous les gens qui font de la méditation et qui donc c'est ouvrir la porte à une cellule à l'intérieur de notre cerveau, un petit réseau de cellules à l'intérieur de notre cerveau qui est là pour exister dans le bonheur, qui est notre raison d'être initiale. Donc ça, ce sont les explications. Il faut aller au stage pour entendre ça. Et c'est bien mieux développé que ce que je pourrais faire ici en 5 minutes. Et ça, c'est vraiment unique dans son enseignement. Donc, je suis tout ce qui est publié, etc., pour voir quand est-ce qu'on va trouver un jour ce petit réseau de neurones qui va pouvoir confirmer tout ce que Maitreya nous enseigne. Mais c'est fabuleux.
Ce sur quoi tu portes l'attention, Brigitte, à ce petit réseau de neurones et puis cette notion-là qui s'entretient, comme tu dis, par la non-pensée, est-ce que c'est ce qu'on voit? Parce que dans les productions raéliennes, on entend souvent parler de, c'est pas évident peut-être pour les gens qui ne connaissent pas de supraconscience, tout ça. Est-ce que c'est ça ce qu'on C'est ça. appelle la supraconscience? C'est la supraconscience telle que Maître l'a décrit physiquement. Hein, la supraconscience, c'est l'état au-dessus de la conscience, dont tu te vois être sans avoir toutes ces pensées qui t'entraînent à l'intérieur, qui t'entraînent à ne pas être en fait. Hein. Donc euh, ça peut, quand on utilise des termes être un, etc., paraît ésotérique. Maître Égal rend ces explications, ce concept en fait, le rend physique, de la même façon que la méditation est sensuelle et physique. Il nous l'enseigne, c'est-à-dire qu'on goûte, on est complètement imprégné de ce que l'on ressent et ça va nourrir notre cerveau et nourrir ce petit centre qui est unique parce que à l'intérieur de cette supraconscience, il y a un ADN vierge, unique, qui est le nôtre et qui dicte la façon dont chacun de nos sens peut percevoir. C'est-à-dire que ma perception des rayons de soleil qui sont sur moi là en ce moment va être différente de celle que vous ressentez. Absolument tout ce que l'on perçoit est unique en fonction de la façon, enfin de cet ADN qui est là et qui est conservé à l'intérieur d'un endroit, préservé à l'intérieur du cerveau. Donc ça, c'est ma compréhension de son enseignement. Mais bon, bien évidemment, il faut l'entendre, il faut le vivre, il faut le pratiquer pendant les semaines ou du moins la semaine d'université du bonheur. Et comme tu dis, il faut le vivre, le pratiquer. Et pour ceux qui nous écoutent, peut-être une dernière question, Brigitte, enfin par rapport à ce sujet. Toi, qu'est-ce que ça change en fait? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça change dans ta vie de tous les jours? Peut-être cette notion, quoi. Là. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui pour mon hygiène. C'est de la même façon que le jeûne est essentiel. Je dirais la méditation, tu démarrer la journée comme ça, c'est introduire comment dire, c'est se prendre une douche de neurotransmetteurs du bonheur et qui vont rester dans le corps actifs pendant presque toute la journée. Et si tu recommences à la fin de la journée de te refaire une douche, et tu peux faire. Il m'arrive parfois, en fait, d'avoir une accumulation d'avoir trop de stimulation, de voir trop de gens, de parler, d'avoir géré plein de choses. J'ai cette habitude, ok, je ressens là, il faut que j'arrête. Je me prends 5 minutes, je vais dans mon bureau, je ferme la porte et je vais en méditation. Quelques minutes. Et là, je suis capable à nouveau de faire face. Parce que sinon, c'est un tourbillon qui t'emmène dans toutes les émotions que les gens, carry, qu'ils emmènent avec eux. Et on est bombardé de ça. Donc, on ne peut pas être complètement immune à toutes ces émotions qui nous entourent, quoi. Il faut pas être immune, il faut avoir toute cette empathie, ressentir, etc. Mais avoir cette hygiène de faire un stop de temps en temps et de refaire un lavage de cerveau interne et d'être à nouveau disponible pour le reste de l'humanité. En tout cas, ça donne des éléments et ça donne un aperçu de ce qui se développe dans ces stages, quoi, ces stages raéliens, ces stages de méditation. Mais Guillaume, par exemple, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, en quoi l'enseignement raélien diffère, comme dit Brigitte, hein, c'est vrai que ça c'est enseigné depuis presque 50 ans par Raël, hein, les premiers stages des années 70, le fameux terrain là, en Dordogne, ils étaient une poignée, quoi, une cinquantaine, et puis Raël parlait de cette méditation. Et depuis, comme tu dis, la méditation, aujourd'hui, il y en a une méditation de pleine conscience, de ceci, de cela, vipassana, enfin plein de choses. En quoi, Guillaume, en quoi la philosophie raélienne
l'enseignement raélien dit fertile des astres. Alors bon, Brigitte nous a éclairé par rapport à ça, mais comment Comment je ressens la chose. Ouais. Alors, Voilà, en fait, merci. déjà, selon alors la méditation sensuelle, Brigitte le disait tout à l'heure, il en parle depuis 75, donc bon, ça fait une cinquantaine d'années qu'est le premier contact. En 75, en fait, il en parle dans le troisième chapitre du second ouvrage qu'il a écrit, Les extraterrestres m'ont amené sur leur planète. Le chapitre s'appelle Les Clés, et donc en page 108 de l'édition parue sur Amazon, et il y a le chapitre sur la méditation sensuelle. Il y a aussi, mais il en parle un petit peu déjà, tu vois, à la page, enfin bref, 84, je crois, quand il parle de l'éducation, de l'épanouissement. Et donc, on voit déjà, comme disait Brigitte, que ceci est amené depuis longtemps. Et dans le livre La méditation sensuelle, il nous explique que la méditer vient du latin meditare, qui signifie s'exercer. Alors, c'est ça, c'est s'exercer à quoi? Alors, on pourrait dire s'exercer à la perception des échanges qu'il y a entre soi et notre environnement, qui en même temps est un prolongement de nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est déjà important, s'exercer à cette perception-là, c'est affiner cette perception-là. Et la méditation sensuelle, pourquoi? Parce que le plaisir des sens. C'est sensuel, souvent les gens confondent avec sexuel. Parce que pour arriver à la sexualité, on passe par la sensualité. Sauf que là, pour arriver à tout dans la vie, on passe par la sensualité, puisque nous sommes en communication permanente avec tout ce qui existe à travers nos 5 sens, voire nos 6 sens. Et donc, pour la première fois, on a une technique de méditation qui met en avant le plaisir des sens. Parce qu'on réalise que lorsque nous éprouvons du plaisir avec nos sens, la qualité des échanges chimiques et de la perception de notre environnement s'améliore. Et donc, plus les informations arrivent avec une perception claire, mieux le cerveau va fonctionner. Et c'est quand même pas mal, un cerveau qui fonctionne mieux que un cerveau embrumé. On voit quelqu'un qui va beaucoup fumer, prendre la drogue, s'enivrer, aura une perception par les sens qui va être amenuisée. Moi, j'ai fumé dans mon tout jeune âge. Je me rappelle que quand j'ai arrêté, quand je me suis mis à manger des légumes, j'ai découvert le goût. Je me rappelle très bien des haricots. Enfin, j'ai dit, waouh, je connaissais pas ce goût-là. Pourtant, je pensais connaître le goût. Mais bon, au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Et finalement, quand j'ai arrêté, j'ai compris, j'ai ressenti ce goût. Donc, en fait, cette perception plus grande va amener une meilleure clarté de l'esprit, pacifier l'esprit et nous ramener à nous-mêmes. Et pourquoi la méditation sensuelle? Parce que, en fait, la vie, on ne peut la vivre que dans le présent. Puisque ce qui est là existe. Hier, c'est de la mémoire. Demain, c'est de l'imaginaire. Donc, ce qui est le réel, c'est le présent. Et comment rentrer facilement dans le présent? Par les sens. Parce que quand je me touche, je ne peux pas me toucher hier ou dans 2 minutes. Je me touche, c'est maintenant que ça se passe. Donc, si je suis sensuel, je suis maintenant. Quand je regarde si je suis sensuel, c'est-à-dire si je suis pleinement conscient pour éprouver du plaisir, je suis maintenant. Si j'écoute et que je suis pleinement conscient pour éprouver du plaisir, et non pas si je suis dans le sensoriel, c'est-à-dire que mes sens sont juste là pour éviter un accident, je peux être ailleurs, hein, si c'est juste là pour réagir à un accident. Mais si je veux vraiment prendre du plaisir, je suis maintenant. Et c'est ça la force de la méditation sensuelle qui amène, pour moi, la technique la plus puissante pour rentrer dans le présent et être vivant et être connecté à cette vie. Mais mieux que ça, il nous amène aussi une notion qui est fondamentale, qui est celle de l'infini, justement, qui est directement reliée à cette méditation sensuelle. Parce que lorsqu'on comprend que l'univers est infini, c'est ce qu'il explique avec le symbole qu'on a ici, là, hein, avec, vous savez, il y a 2 triangles, l'un qui monte, l'autre qui descend, et puis le svastika au milieu. Donc l'infini dans l'espace et dans le temps. Ça veut dire que l'univers, il n'y a pas de début, il n'y aura pas de fin. Bon, on dit, ouais, mais le début du début. Notre cerveau est emborné, on va mettre un début et une fin. Mais pour très facilement, ceux qui on a tous été un peu à l'école, on a fait des mathématiques, on nous a appris 0, -1, -2, -3, -4, on voit tous qu'on ne pourra jamais arrêter, on peut toujours en rajouter. Et pareil au plus. Donc l'univers, c'est comme ça dans le temps. Et dans l'espace, c'est une configuration un peu comme des fractales, comme des poupées russes. Ça veut dire que nous sommes sur une planète, dans un système solaire, dans des galaxies, qui, avec des amas de galaxies, forment des atomes d'un être gigantesque, et ainsi de suite. Et à l'intérieur de nous, nos cellules abritent des atomes et dans ces particules, il y a de la vie intelligente organisée en société. Donc tout est dans tout. Tout n'est que matière et énergie qui est la même chose, harmonieuse pour être vivante et attirée les unes vers les autres par une particule que Maitreya nous enseigne être les gravitons, c'est-à-dire ce qui crée l'amour. Toutes les choses s'attirent pour s'harmoniser. Et donc la méditation sensuelle nous permet donc de ressentir cet infini à travers le plaisir des sens, donc l'illimité,
C'est mieux que le forfait SFR téléphonique illimité, donc illimité, autour de nous, à l'intérieur de nous, et puis de ressentir justement ces particules qui s'attirent les unes les autres pour générer l'harmonie et ce qu'on appelle l'amour. Autrement dit, l'amour est partout en nous, partout autour de nous, inscrit dans notre code génétique et permet le vivant. Donc cette technique de méditation, imaginez la puissance que ça a lorsqu'on l'éprouve, lorsqu'on la vit. Et c'est pour ça que je vous invite à venir au stage, à venir pratiquer cet exercice de méditation sensuelle et à venir découvrir ce que c'est que être en permanence dans une sensation de bonheur, de plaisir, où les hormones du bonheur sont sécrétées. Hein. On connaît 4, on pourra en revenir tout à l'heure dessus. Il y a plus de 90 hormones dans le cerveau, 14 qui fonctionnent en permanence et 4 principalement pour le bonheur. On pourrait revenir les noms, ocytocine, la sérotonine, dopamine, etc. Et donc là, on a ces hormones-là, quand on médite et quand on se met en harmonie avec l'infini, avec la méditation sensuelle. Et puis tout à l'heure, si vous voulez, on reparlera un petit peu aussi de la supraconscience. Mais vraiment, venez au stage, ça a lieu en France, en Europe, pardon. Ça aura lieu en Italie cette année pour l'Europe du 3 au 11 août. Vous pouvez aller sur rael.org et vous inscrire. Ça aura lieu en Afrique, au Kama, dans la même période à peu près. Tout est sur le site rael.org, on disait au Québec, même au Japon, si vous voulez directement recevoir l'enseignement de Raël lui-même, si vous voulez. Ce sera au mois de décembre, si je ne m'abuse. En tout cas, voilà pour moi ce que c'est que la méditation sensuelle et ça m'apporte ce qu'on appelle un orgasme cosmique. C'est-à-dire que même boire de l'eau devient un orgasme cosmique quand on le fait en méditant. Le fameux orgasme cosmique qui alimente tant de fantasmes de la part des médias, etc., etc. Le fameux orgasme cosmique. Parce que c'est vrai que c'est écrit l'orgasme cosmique dans les ouvrages. C'est intéressant parce que quand vous en parlez, et c'est ça qu'on prend le temps, et c'est bien de prendre le temps parce que on pourrait se dire la méditation, on s'assoit, on ferme les yeux, on se met en tailleur, mais rien que le fait d'en parler et de comprendre, hein, c'est encore une fois, c'est la philosophie raélienne, le message raélien, c'est la démystification des choses, le fait de comprendre des choses. Et quand vous en parlez, quand on parle Brigitte, Guillaume, on va t'entendre, Luna, quand on en parle, en fait, c'est déjà une méditation en soi, parce que je me mets à la place des personnes qui connaissent pas, mais même ceux qui connaissent la méditation, comme nous, qui la pratiquons depuis des dizaines d'années, le fait de se le rappeler, ces mécanismes, la définition, tout ça, la mise en perspective, tout ça, ça nous met déjà dans un état de méditation, en fait, de conscience, parce qu'on comprend ce qui se passe, et du coup, comme tu disais, Guillaume, on se met en lien, et du coup, on est en lien avec l'instant, quoi. C'est beau. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, allez sur raelmeditation.fr. C'est Raël a souhaité dès les débuts que soient mis en place des centres de méditation. Alors ces centres de méditation, ils existent, comme on vous l'a dit, hein, ils ont lieu chaque année en Europe, en Afrique et ailleurs. Mais on en a créé un sur Internet dont l'adresse est raelmeditation.fr. Vous avez des méditations en ligne, vous retrouvez des intervenants comme Guillaume qui expliquent les grands principes. Et puis il y a les méditations qui sont guidées par Raël dessus. Vous verrez, on vous invite vraiment à aller sur ce site raelmeditation.fr. Luna, Oui. concernant la méditation, on rappelle, hein, tu es thérapeute, on aime bien t'entendre sur les aspects santé, tout ce que ça apporte, ce que les messages apportent au niveau de la santé, que ce soit du corps, mais également de l'esprit. Qu'est-ce que tu souhaiterais partager à ceux qui nous écoutent par rapport à cet enseignement? Oui, je vais m'adresser surtout aux gens qui nous connaissent pas, sachant que quand je suis devenue raélienne, je n'avais que le premier message, je n'avais que le premier livre dans lequel il n'est pas question de méditation, et j'étais très surprise d'avoir quand j'ai lu le deuxième livre et que je suis arrivée au stage et j'ai lu le deuxième livre, de me rendre compte qu'il y avait cet aspect méditation. Moi, j'étais restée sur l'aspect démystification de toutes les religions et je trouvais ça déjà, moi, c'est comme ça que je suis devenue raélienne. Vraiment, c'était cet aspect démystification, mais ça allait un cran au-dessus. C'est-à-dire que le fait de devenir raélienne et de sentir qu'il y avait derrière aussi quelque chose que je pouvais appliquer dans ma vie quotidienne, ces côtés pratiques et de démystification de comment
mon horloge fonctionne, comment mon corps fonctionne. Et ça, pour moi qui étais déjà très intéressée par le corps humain, ça a été vraiment une révélation d'avoir une forme de démystification des techniques ancestrales, c'est-à-dire le yoga ou toutes finalement ces traditions qui sont partout sur la planète, mais qui en fait sont des enseignements des Elohim, de ces gens qui nous ont créés. Ils nous ont créés comme une horloge et ils savent comment nous fonctionnons. Donc, c'est l'horloger qui nous donne le mode d'emploi. Donc, quelque part, c'est un mode d'emploi de comment notre outil terrestre fonctionne. Et pour moi, qui suis passionnée par l'être humain, par la souffrance humaine en particulier, ça a été des outils supplémentaires pour aider les gens. Alors, comment ? Pour plein de raisons différentes. Effectivement, le fait de pouvoir comprendre que la pensée est un outil utile pour régler des problèmes techniques, par exemple, pour faire avancer une voiture, pour faire une machine à laver, on a besoin de penser, on a besoin d'avoir une logique ou quelque chose qui peut nous aider en fait à trouver des solutions. Cependant, il y a un autre aspect, c'est que ça, aussi bien la pensée est utile, aussi bien il y a plein de choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin de penser. Donc, dans la pensée, les gens qui viennent me voir, en particulier les patients, beaucoup sont en souffrance, c'est-à-dire ou en dépression par rapport à des choses qui se sont passées, comme tu disais Guillaume, ou par rapport à une anxiété pour le futur. Et qu'est-ce qui est le meilleur antidote pour revenir au présent ? C'est le toucher. Ça veut dire qu'à partir du moment où je me connecte à une sensation physique, et c'est ce que je fais avec mes patients, à partir du moment où ils reprennent conscience de revenir dans la perception physique de leur corps, d'un seul coup, c'est l'antidote, ça fait stopper le cerveau. Autrement dit, c'est vraiment l'outil par excellence qui permet de sortir de cette souffrance, torture mentale et revenir à l'instant présent. Donc, il y a beaucoup d'outils et c'est vrai que pendant les stages, quand je me souviens, mon premier stage, quand j'ai rencontré Raël et que je l'ai entendu parler de la méditation et de pratiquer la méditation, je me suis dit, mais qu'est-ce qui amène un prophète finalement, ou qu'est-ce qui a amené les prophètes à nous enseigner des outils de méditation ? Parce qu'en réalité, c'est que toutes les catastrophes de la planète viennent de la pensée. C'est-à-dire que les guerres viennent par la pensée. Beaucoup de choses qui sont catastrophiques finalement viennent par des pensées qui peuvent être tordues, des pensées de survie, des pensées l'autre je veux posséder ce qu'il a, on parlait de la colonisation tout à l'heure, mais beaucoup de traumatismes que nous vivons viennent de la pensée. Mais si nous sommes dans un état de plaisir, de confiance et d'amour, il y a beaucoup moins de catastrophes. Donc cet enseignement de la méditation, il est une des clés de survie de l'humanité. Et ça, c'est très important. Mais quand je parle de survie de l'humanité, c'est déjà pour moi, mes patients, survie de leur propre corps. Revenir au plaisir d'être vivant. Alors souvent, je prends cette image avec eux. J'ai la chance d'avoir une table ma table de soins qui est, il y a un Velux au-dessus de leur tête. Et donc, on voit les nuages qui passent. Et souvent, donc, ils sont allongés et puis ils sont dans leur torture, dans leur souffrance, etc. Physique ou morale. D'ailleurs, il n'y a pas de séparation entre les deux. On ne peut pas séparer les deux. Et je leur dis, voilà, vous êtes allongés sur cette table. Pour l'instant, personne n'est en train de vous torturer en ce moment. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux ici et maintenant, juste en regardant les nuages qui passent ? Et rien que ça, déjà, les personnes, d'un seul coup, descendent d'un cran. Donc, cet aspect, c'est comme si c'était un enseignement qu'ils vont pouvoir s'approprier et pratiquer au quotidien. Oui, ça, c'est vraiment Maitreya qui m'a appris comment des petits exemples, des petites choses concrètes peuvent faire que les personnes redeviennent autonomes sur leur état de bien-être. Et il nous a donné une tonne d'outils. J'ai répertorié, Brigitte, je ne sais pas si tu te souviens, on avait répertorié tous les conseils de santé que Maitreya, que Raël nous a donnés. Donc, ça s'appelle, j'ai appelé ça 1001 conseils de prophète. C'est pas publié, ça viendra peut-être un jour, mais vraiment, il nous a donné des outils qui, à l'époque d'ailleurs, étaient, je pense à la neuroplasticité, n'étaient pas du tout enseignés. Plein d'autres événements. Effectivement, on a parlé un jour de tout ce qui était le microbiote. On n'en parlait pas dans les années 70. Et puis lui, il m'en a parlé, il nous en a parlé. Tellement de choses. Donc là, on a une somme d'outils et puis pendant les stages que nous vivons, effectivement, on va mettre en pratique d'une manière très simple, des choses très simples, démystifiées, dénuées de tout mysticisme.
des choses, des explications. Pourquoi la vibration sonore, par exemple, quand on fait un home, pourquoi ça nous fait du bien? Parce que ça vient titiller une glande dans le cerveau qui va libérer des endorphines. Toutes ces explications rationnelles qui n'enlèvent pas la beauté et le charme de ce qui se passe dans notre corps, mais qui l'expliquent. Et surtout qui nous rendent autonomes en tant qu'être humain pour retrouver ce bonheur. Donc ça, c'est vraiment passionnant et vraiment, je pense il y a un besoin, même s'il y a beaucoup de méditations différentes, mais la spécificité que nous avons, c'est que dans nos stages, il y a des gens qui ne sont pas raéliens qui viennent parce que justement, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de... Vous voyez, il y a pas tout ça puisqu'on ne croit pas en Dieu. Nous sommes une religion athée. Donc, nous offrons un enseignement qui est accessible pour toutes les personnes. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas raéliens et qui pratiquent des exercices de méditation sensuelle parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas derrière un désir de raccrocher ou de, vous voyez, il n'y a pas ça. C'est nous les maîtres. Nous sommes les maîtres de nous-mêmes et nous pratiquons comme nous voulons, au moment où on veut. Donc, il y a tellement de choses à dire. Je vais être brève, mais je crois que c'est vraiment passionnant et surtout, nous sommes rendus à une époque où nous avons besoin de cette survie, de sortir de ce stress du futur et du stress du passé pour revenir au présent et puis vivre. C'est ce bonheur, en fait, c'est ce bonheur à vivre qui va amener cet amour. On ne peut que déborder quand on est heureux, on ne peut que déborder d'amour pour les autres, on peut avoir cette générosité de donner et c'est dans ça que l'enseignement de Raël, il est aussi merveilleux. Il nous donne, il nous remplit, si bien on ne peut que déborder de cet amour et de ce bien-être et de ce plaisir, et ça rejaillit sur les autres. Et puis, quand un patient vient me voir, j'ai toujours, je travaille sur vous, mais ça va travailler sur toute votre famille, sur vos enfants, sur vos... Oui, parce qu'on va partir... Évidemment, ça influence toute la société. Donc, on a cet effet comme ça de bien-être général, chacun à notre niveau, humblement. Mais avec l'enseignement de Maitreya, c'est décuplé, c'est d'une puissance, c'est une bombe atomique d'amour, quoi. C'est extraordinaire. Voilà ce que j'avais envie de partager, en tout cas, c'est... Oui. C'est intéressant ce que nous dit Luna, parce que, surtout comme tu dis, que pas besoin de reconnaître, d'être raélien pour venir à ces stages qui sont dispensés chaque année pour apprendre et puis vivre cet enseignement sur la méditation. Et souvent, tu parles de tes personnes, ça, pour ceux qui nous écoutent et qui te connaissent pas, il faut rappeler que tu exerces, tu es thérapeute, tu exerces la fasciathérapie, tu es kinésithérapeute, ostéopathe. Donc, c'est dans ce cadre-là, dans ton cadre professionnel, que tu reçois ces patients. Et non, ces clients. Ces patients, absolument, qui sont patients. Bon, il y a plein de choses, comme tu dis, on pourrait passer... Ouais, juste un mot qui est bien, c'est que souvent quand on va chez le médecin, il faut attendre. Et là, on se dit, mais on comprend pourquoi on s'appelle des patients. Ouais, c'est ça, des patients, ouais. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses. Cet enseignement de la méditation qui est enseigné depuis la nuit des temps. Moi-même, personnellement, j'ai souvent fait des stages qu'on appelle des stages Vipassana, cette méditation qui nous vient d'Asie, mais il n'y a pas toute cette partie sensualité que développait Guillaume. C'est vraiment la coupure, les sens n'y sont pas comme c'est vraiment le stop, mais c'est très bon également, c'est très très bon quoi ces enseignements. Mais c'est vrai que on est d'accord à chaque fois quand les Elohim, cette civilisation qui a créé la vie sur Terre, a envoyé des messagers, ils apportaient cet enseignement, la méditation mise à jour quelque part, quoi. Et là, quelque part, ce qu'amène Raël, c'est la dernière mise à jour, démystifier. Et puis, Brigitte, merci pour tous ces rappels là, par rapport à la science. Donc, il y a ça, il y a les prophètes, il y a souvent, alors pour ceux qui suivent les actualités raéliennes, il y a ce qu'on appelle, ce qui se fait partout sur la planète, c'est ces fameux méditations pour la paix. Ça aussi, un peu, je sais pas qui veut en parler, Guillaume ou Brigitte ou Nav. C'est quoi ces méditations pour la paix qu'on entend, qu'on voit souvent. C'est quelque chose qui est mis en avant parce que ça se fait sur toute la planète. En quoi méditer peut-il influer, avoir une influence sur la paix dans le monde? C'est pas Brigitte? En fait, quelles que soient nos pensées influencent notre entourage, nous influencent l'intérieur et l'extérieur. Donc, ce que Maitreya a initié il y a quelques années, c'était
de méditer ensemble, c'est-à-dire d'avoir ensemble la même pensée d'amour qui est broadcast, qui est envoyée à l'extérieur pour influencer le reste de la planète. Donc ça, c'est un des phénomènes qui est connu, c'est-à-dire quelles que soient les pensées que l'on développe dans notre cerveau, on va émettre des ondes qui vont être particulières. Donc, si on a des pensées de colère, il va y avoir des ondes de colère qui vont affecter les gens autour de nous. C'est la même chose avec la tristesse ou la dépression. Hein. Être à côté de quelqu'un dépressif, c'est naturellement le corps va se mettre, les gens qui l'entourent vont avoir une vibration qui va les conduire à ce genre à une dépression aussi. Donc en fait, nos pensées influencent l'extérieur de façon certaine. Et si un cerveau peut influencer d'autres cerveaux, plusieurs cerveaux qui pensent la même chose ensemble vont être encore beaucoup plus puissants. Et Maitreyi explique en fait que c'est une multiplication. C'est pas une multiplication, ça a un effet exponentiel. C'est-à-dire que plus on est 4 cerveaux ensemble, ça va pas avoir l'effet de 4 cerveaux, mais peut-être de 16. Donc c'est dans ce sens-là que la démultiplication est énorme. Et donc son objectif, c'est d'avoir autant de personnes que possible qui méditent et visualisent la paix sur le monde, sur la Terre, ensemble à la même heure. Et ça a un effet qui est mesurable. Il y a eu des études. Peut-être que je suis sûre que Guillaume va avoir une référence par rapport à ça. Des études qui montrent en fait l'influence sur l'extérieur d'un groupe de personnes qui pensent ensemble ou qui méditent ensemble. Et en fait, c'est ce qu'on ressent quand on est au stage et qu'on médite ensemble. C'est encore beaucoup plus puissant que si on médite tout seul dans son coin. D'où l'importance de l'expérience. C'est fou parce que cette méditation, en se rend compte, ça touche tout un aspect individuel, mais du coup collectif et le fait d'être ensemble. Quand tu penses à ça, ça me fait penser à toutes ces dernières découvertes sur les arbres dans les forêts, pas les arbres qui communiquent les uns les autres. On pensait que chacun était indépendant jusqu'à maintenant et la science nous révèle qu'en fait, tout est en interaction et par rapport à nos sociétés, nous les êtres humains, les uns les autres, on est tous en interaction et que nos pensées influencent. Guillaume, par rapport à ça, tout à l'heure, tu parlais également tu voulais développer, Guillaume, ces notions d'hormones, tout ça, mais qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à tout ça? En fait, ce que ça m'inspire, alors les hormones, là, c'est plus que ça, en fait. Parce que, quel est le lien, en fait? Et justement, ça permet de comprendre comment ça fonctionne un petit peu, ces hormones. Quel est le lien entre la vie créée par une civilisation extraterrestre et la méditation? C'est vrai, on pourrait dire, bon, extraterrestres, voilà. Ben, ils ont créé la vie sur la Terre. La vie, ils nous disent, c'est une banalité dans l'univers. Pour le créer, devient un jour la possibilité de devenir créateur, comme lui-même a été créé, s'il ne s'autodétruit pas avec son agressivité. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné à un carrefour, il faut choisir. En 1945, nous sommes rentrés dans l'ère de la science. On a malheureusement commencé avec un gros boom avec Hiroshima et Nagasaki. Bon, ma première bombe atomique explose et donc on tue un nombre faramineux de personnes au même moment, des innocents qui meurent. Donc là, on commence à montrer que non, on va vers l'autodestruction avec la science, alors que nous pourrions aller vers l'autoconstruction, ce qu'on essaie de faire. Et donc, toutes les humanités ont ce développement-là. Mais si on regarde l'humanité, elle a commencé par être d'abord barbare. À l'époque, la majorité, parce que l'humanité n'est que l'addition des individus qui la composent. C'est important de le comprendre. Donc, ça veut dire que la façon dont les cerveaux fonctionnent de chaque individu, additionné à les autres, ça va créer un comportement, une attitude collective. Donc, l'histoire de l'humanité. Et donc, le cerveau était barbare. Donc, il y avait cette humanité barbare qui ne faisait que s'écharper, qu'aller chercher le territoire de l'autre par la force. Au passage, on prenait une femme par les cheveux, on égorgeait l'enfant, et ainsi des barbares. Moi, j'aurais pas aimé vivre à l'époque où ils ont crucifié Jésus, et ni avant, ni un petit peu, ni beaucoup après. Et petit à petit, on s'est développé.
Et à force de ça, d'un moment, dans notre abrutissement, on se dit, mais quand même, on peut faire mieux. Donc, on essaie d'organiser la société un petit peu mieux. Et donc, on a modifié notre environnement pour plus de confort. Et donc, on a commencé à réfléchir. Donc, on est passé à une autre étape, celle de la réflexion avec l'arrivée de la technologie, de l'industrialisation. Et puis, on est rentré dans une ère scientifique où on réfléchit grâce à des outils de plus en plus vite. On comprend, on passe de la réflexion à la compréhension. Et donc, on commence à maîtriser notre environnement, à prendre du recul, à disséquer plutôt que de réagir brutalement. Et maintenant, on développe aussi à côté de ça une autre facette qui est importante. Tout ça a toujours existé, hein, mais c'était plus l'un ou l'autre. La dernière facette, c'est l'art, beaucoup plus de culture. On crée des budgets pour la culture, on crée un ministère de la culture. Ça veut dire qu'on pense à s'évader, on crée les congés payés où l'humanité pense à on va arrêter de travailler, on va penser à être, à ne rien faire, à s'épanouir, à faire l'amour, à rire, à chanter des chansons, à jouer de la guitare, ce qui n'était pas une priorité avant. Vous voyez, aujourd'hui, ça peut même devenir un métier et valorisant, même cuisiner, faire de l'art. Et on va vers une civilisation qui, grâce aux technologies, va cesser de travailler, va même cesser de réfléchir, puisque l'IA va réfléchir à notre place. Donc, il restera qu'une chose. Si vous n'êtes omnibulé que par le travail et la pensée, ben, vous allez vous faire suer, pour utiliser un mot correct, et ne pas savoir quoi être. Parce que il faut mieux être que faire quand on n'a rien à faire. Et donc, c'est faire le parallèle avec ce qui se passe dans le cerveau. Nous avons un cerveau reptilien, hein, qui avec une zone là qu'on appelle le striatum, qui sécrète des hormones. Et donc, il y a 5 besoins élémentaires qui viennent de ce cerveau. C'est le besoin de repos, le besoin de se nourrir, le besoin de se reproduire, la sexualité, le besoin d'information, parce que ça permet de survivre, et puis donc ça nous donne du plaisir. Et puis le besoin de pouvoir social, parce que plus on monte dans l'échelon social, plus on peut avoir du repos facilement, de la nourriture sans rien faire, du sexe et tout ce que je viens de citer auparavant. Ça, c'est le cerveau reptilien. Donc, c'est comme le bébé, c'est une réaction automatique. Vous voyez, tout est automatisé là-dedans, à ce niveau-là, comme ce qui se passe dans le corps. Hein. Aujourd'hui, notre cœur, il bat, on n'y pense pas, heureusement. Et donc, ce cerveau reptilien, il est utile. Il était utile à l'époque. Et il nous permettait de survivre et d'interagir de façon automatique. Donc, ce qui fait que, par exemple, on va dans la brousse et puis on voit un truc bouger, tout de suite, on s'arme parce que ça peut être un danger. Et malheureusement, ce cerveau reptilien fait que ce réflexe de se défendre fait que quelqu'un me bouscule dans le métro, bam, l'autre va donner une droite. C'est ce cerveau reptilien qui agit. Ou bien l'autre, il est différent. Ah, danger, le racisme. Et donc, après, on passe à un cerveau de la réflexion, un peu plus haut. Ouais. Un peu au-dessus, en fait, là, on commence à réfléchir. On étudie, on dit, voilà, Madame Jeanne a 2 patates, je lui en retire une, combien il lui en reste? Ah, il reste une pomme de terre. Donc, à l'école, on apprend un petit peu à réfléchir. On augmente. Et donc, on commence à comprendre notre environnement d'une certaine façon, plutôt intellectuelle. Mais on se rend compte que c'est limité parce que cette réflexion à double tranchant peut amener des idéologies qui viennent détruire notre environnement et nous-mêmes. Et là, on passe à un cerveau qui est beaucoup plus porteur de connexion directe et d'amour, le cerveau artistique. Le cerveau artistique où on ressent notre environnement et on produit quelque chose qui nous relie aux autres et qui crée du bonheur et du plaisir chez les autres et à nous-mêmes. Et après, on va au-dessus avec la méditation. On passe à un cerveau encore plus haut, ce qu'on appelle le cerveau de la supraconscience. Et là, vous voyez le parallèle avec l'évolution de l'humanité, l'évolution de l'histoire de l'humanité. Pourquoi ces extraterrestres nous amènent maintenant? Parce que nous arrivons à un tournant de notre civilisation où c'est ce cerveau-là qui est nécessaire. On ne peut pas vivre dans le monde d'aujourd'hui avec le cerveau reptilien et barbare qui fonctionne au-dessus de la supraconscience. La supraconscience nous permet de nous connecter à l'harmonie de l'infini grâce à la méditation, et c'est pour ça qu'il nous enseigne la notion de l'infini et la méditation, et donc de court-circuiter, en tout cas de maîtriser ou de diriger par la supraconscience ce cerveau reptilien, c'est-à-dire de le mettre dans un état où il fonctionne en automatique pour du bien plutôt que de l'agressivité, et donc dès lors, on entre dans le bonheur, et qu'on ait du travail ou qu'on n'ait pas de travail, on est heureux. Quand on est de l'action, quand on n'est pas d'action, on est heureux. Et c'est ça qui est fondamental. Et ça, le cerveau se modifie vers ceci. Et si on est trop anxieux, si on est trop stressé, on est tendu, ce cerveau reptilien s'active et on devient agressif. Donc, il ne peut pas y avoir un mode de paix qui va aller créer la vie ailleurs un jour. En revanche, si on est en état de méditation, si on est en harmonie, même les recherches scientifiques vont aller plus vite parce qu'on va faire des liens qu'on n'aurait pas fait et on va créer le pacifisme en nous, autour de nous, ce qui fait qu'on a une civilisation qui peut perdurer et des individus qui peuvent vivre d'ailleurs plus longtemps en bonne santé, plus heureux. Comme l'ont montré certaines recherches, on pourrait citer, par exemple, je vais citer juste 2 recherches intéressantes qui viennent confirmer les propos de Maître Yael, comme quoi le cerveau se modifie. Il y a Gaël Desbordes, qui est à Boston, et qui a pu démontrer qu'on sait qu'il y a
comment ça s'appelle, l'amygdale qui est dans le cerveau limbique là, qui est responsable de la peur ou de l'anxiété, eh bien chez les sujets anxieux, elle est un peu plus grosse parce qu'elle est mise en branle tout le temps. Et ils se sont rendus compte qu'en méditant, ils ont vu ça avec l'IRM, elle retrouve sa taille normale et ses fonctions initiales. Donc il y a une modification physique dans le cerveau grâce à la méditation. Et ça, Maitreya Raël le disait. Il y a une autre étude qui a montré d'ailleurs que la matière grise en fait augmente avec la méditation, certaines parties du cortex aussi vont se modifier très clairement avec la méditation. Ça se voit l'IRM avant et après. Et là, pour la durée de vie, alors juste une chose pour la durée de vie, c'est incroyable. Il s'appelle Clifford Saron et ça s'appelle Samatha, son étude. Il est de San Francisco, si vous regardez sur Google. Et donc, ils ont essayé d'étudier l'effet de la méditation sur la longévité. Donc, vous savez qu'il y a les télomères, là, ces petits trucs, on dirait les capuchons des lacets, là, au bout, qui font que quand ils diminuent, eh bien, on vieillit. Et puis on se désagrège petit à petit. Mais en fait, il y a une hormone qui s'appelle la télomérase qui permet en fait de diminuer, en fait, de ralentir cette dégradation et des télomères et donc de tout le reste du corps humain. Et donc, ils ont voulu étudier s'il y avait une influence de la méditation sur la télomérase, cette hormone. Au bout de 3 mois de méditation de 26 sujets, ils ont pu mesurer physiquement qu'effectivement, il y avait une recrudescence de sécrétion de télomérase. Donc, effectivement, ça peut diminuer, ralentir le vieillissement. Mais là, ils se sont dit, attendez, on a voulu étudier cette hormone parce qu'on ne pensait même pas qu'on pouvait agir sur les télomères. Donc maintenant, on va étudier les télomères. Et là, il refait donc Clifford Saron son étude sur cette fois-ci l'étude en fait, de la diminution des télomères. Et il se rend compte au bout de 3 semaines que ça ralentit de façon vertigineuse, considérable, le désagrément, le fait de désagréger ces télomères et donc la santé humaine. Donc, la méditation agit physiquement sur la longévité, sur la bonne santé et c'est mesurable. Donc, c'est important de le savoir et de savoir que depuis le début, depuis 50 ans, il y a un être qui est sur Terre, un homme parmi les hommes qui s'appelle Maitreya Raël et qui enseigne méditer et vous serez plus heureux. Méditez et vous vieillirez, avec le jeûne aussi, vous vieillirez moins vite. Méditez et votre cerveau, vous sculptez votre cerveau. C'est exactement les mots qu'il emploie depuis 50 ans. Vous sculptez votre cerveau quand vous méditez. Et vous lui donnez la forme qui amène la santé, le bonheur et la paix en vous et la paix sur la terre. Donc c'est extraordinaire et là on comprend pourquoi une civilisation plus en avance qui nous a créés et qui veut amener notre civilisation à faire pareil ne peut qu'amener ce genre d'enseignement que vous retrouvez au stage du 3 au 11 août en Europe par exemple, le reste sur Helper. Tu sais, quand on a été voir un bon film, on a envie de dire à tout le monde de venir voir ce film. C'est pareil pour les stages, ça a tellement changé nos vies. Et comme tu le disais, tout le monde peut méditer. Moi-même, j'ai une grenouille qui médite derrière moi. Donc, c'est même très simple. Mais juste pour dire, une semaine de stage. Parce que un jour, il y a un ami qui m'a dit « Ouais, mais moi, je vais aller en vacances. Et crois-moi que les vacances, ça me déstresse, ça me fait du bien. » Eh bien, figurez-vous qu'ils ont essayé en Californie de prendre des personnes pour aller en vacances et pour méditer et voir la différence. C'est intéressant, hein? Nous qui allons en vacances au stage. Donc, 6 jours, comme les stages. 94 personnes de 30 à 60 ans et ils ont prélevé en fait tous les marqueurs génétiques, 20 000 gènes, du sang, etc. pour vérifier ce qui s'est passé. Eh bien, il y avait un groupe qui méditait depuis longtemps, un groupe qui était débutant, comme tu viens de le dire Xavier, et un groupe qui méditait, qui avait jamais médité. Et du coup, il y a une partie du groupe des personnes qui étaient que en vacances et les 2 autres parties, ceux qui étaient expérimentés et ceux non, qui méditaient et qui suivaient des cours de développement personnel aussi, comme on fait au stage. Et bien à la fin, en relevant les prises de sang, etc., avant et après, en regardant dans les gènes, et bien ceux qui ont fait le développement personnel et la méditation avaient une durée du bonheur qui s'étalait beaucoup plus longtemps sur plusieurs mois, 6 mois environ. Les autres, c'était 1 mois. Et puis la longévité qui s'est accélérée et il y avait moins de cas de rechute d'anxiété dans l'année. Donc vous voyez, si vous voulez passer de bonnes vacances, là c'est le moment de le faire avec les stages Raël. C'est important ces éléments, Guillaume, que tu donnes. Et c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, on pourrait se dire, on parle de méditation, tout ça, il y a toutes ces explications. Et ces explications sont importantes, encore une fois, pour bien comprendre, mettre en perspective. Et quand on comprend les choses, on peut sûrement mieux les vivre. On aime bien, enfin, c'est important de comprendre cette vulgarisation, quoi. Un princesse, Oui. c'est important. Et puis, il y a l'expérience, comme le dit Guillaume, ça se vit à travers au stage et, princesse, Oui. le temps qui Oui. file à une vitesse. Je vais te- Comment Oui.
l'expérience. Fais-nous vibrer, quoi. Ceux qui nous écoutent. Oui, je pense que je vous fasse vibrer. Il y a tellement de choses. Ce que ça m'évoque, c'est la simplicité en même temps des choses. C'est-à-dire, on a été conçu d'une manière très complexe. En même temps, l'outil est quand même. Il y a aussi beaucoup de simplicité pour acquérir du bonheur, vraiment du bien-être. Et ce que ça me donne, c'est cette impression de, vous savez, quand on a un diapason, vous voyez ce que c'est le diapason? Quand on tape un diapason et que le diapason, on le met sur une caisse de résonance comme une guitare, on va avoir le son du diapason dans la guitare. Ça veut dire que notre diapason, la façon dont on va vibrer, va résonner sur le reste. Et ça, c'est de la simplicité technologique. Enfin, ça marche comme ça. Donc, notre cerveau, d'une certaine manière, on peut l'éduquer. Et ce qui est important, c'est de l'éduquer, entre guillemets, à nous foutre la paix de temps en temps, c'est-à-dire lui faire taire, quoi, lui dire « tais-toi maintenant, c'est bon, laisse-moi vivre ». Parce qu'en réalité, la plupart des gens ont un circuit dans la tête qui tourne, qui les empêche de vibrer dans leur corps. Et ressentir les moments de silence, les moments de calme, de tranquillité intérieure vont faire que leur corps va vibrer beaucoup mieux. Et c'est bon, après on va passer pas trop de détails dessus, mais effectivement nos ondes cérébrales qui ont été mesurées, on sait que par exemple en état d'activité importante, on va être entre 12 et 16 Hertz par exemple. Mais si on baisse, si on descend un petit peu nos ondes cérébrales, comme dans la méditation ou comme avant le sommeil, on va être entre 8 et 12 Hertz. Autrement dit, on va ralentir ces ondes cérébrales, et là on va être au diapason avec tout le monde animal, le monde végétal. Et par contre, si on descend encore, si on ralentit encore nos ondes cérébrales, 4 Hertz à peu près, à ce moment-là, on appelle ça les ondes θ. Effectivement, on le sait, c'est que ces ondes correspondent au cosmos. 4 Hertz. Autrement dit, on se met au diapason avec le taux vibratoire, la vibration du cosmos. Autrement dit, c'est pas juste de la théorie, c'est une réalité physiologique que quand on ralentit quelque chose, on se met à vibrer avec le reste du monde. Et ça veut pas dire on va chanter, on va danser, on peut vivre, mais que si on s'entraîne, puisque méditer, ça veut dire s'entraîner, c'est un entraînement. Si on s'entraîne à ressentir cet état de laisser l'univers nous traverser pour nous donner du plaisir, parce qu'en fait, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. On est ouvert, nos antennes sont totalement ouvertes pour se laisser, pour que l'infini nous utilise, pour passer à travers nous et sentir le plaisir de la vie. C'est ça. C'est pas plus que ça. Oui. C'est simple, très simple. Mais autrement dit, cette simplicité va nous donner cette connexion avec le grand tout. Et de ça, si on peut s'entraîner régulièrement à ça, dans les états, effectivement, on a besoin, on a du stress. Si on a un entraînement, c'est comme quand on s'entraîne pour faire un marathon. C'est pas le jour du marathon qu'on s'entraîne, c'est tout le temps. Mais le jour du marathon, on connaîtra nos limites, on saura jusqu'où on peut aller et on pourra recruter ces choses qu'on a pratiquées, pour lesquelles on s'est entraîné. Donc, les stages que nous faisons sont comme un laboratoire dans lequel nous nous entraînons à vivre plein de situations, à échanger. On est une concentration de personnes pour échanger et vivre dans ce laboratoire d'une semaine des choses très intenses, pratiquées, pour pouvoir après repartir avec ça et retourner dans la vie et être capable, dans toute situation, au maximum, de pouvoir ressentir cet état de plaisir et de bonheur, quoi qu'il arrive. C'est pas toujours facile, mais ça demande une forme d'hygiène, de discipline de vie que nous pratiquons au quotidien avec ces méditations. Et il y en a tellement d'autres. Il y a les méditations avant de manger. Les méditations, Raël nous dit souvent, nos yeux, il faut méditer avant d'ouvrir les yeux le matin. C'est être dans cet état de connexion avec l'infiniment petit, l'infiniment grand, avant que, comme une rose, avant qu'elle ne s'ouvre. Et c'est à ce moment-là que notre cerveau est le plus à même de se connecter avec l'infini. Et si on fait ça tous les matins, rien que ça, et sourire avant même d'ouvrir les yeux, notre vie va être différente. Parce que le bonheur, c'est une décision que l'on prend. Ça, je l'ai vu aussi avec des patients. Il y a des gens, finalement, ils n'ont pas vraiment envie d'être heureux parce qu'ils tirent un avantage aussi parfois. On peut tirer des avantages à ne pas être bien. Donc, savoir, et souvent je leur dis, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez prendre cette décision? C'est une décision. Et quand la décision elle est prise, la décision elle est immédiate. La mise en application peut prendre un peu plus de temps. Mais la décision d'être heureux, de se mettre à méditer, de prendre du respect dans son corps, de prendre du plaisir à vivre, c'est une décision.
Et cette décision-là, personne ne peut la prendre à la place, à part nous-mêmes. Donc cette décision, elle est immédiate. La mise en application peut prendre du temps et on peut choisir nos outils. Et nous faisons partie de cette mallette d'outils, cette capacité d'avoir plein d'outils différents, faire le vide par exemple, la méditation sur l'infini, la rose, un tas de méditations que vous pourrez venir découvrir avec nous et pratiquer vraiment tout seul aussi, d'être autonome par rapport à ça. Ça, c'est vraiment pour moi très important, cette autonomie dans le bonheur et dans la pratique d'un outil qui va nous donner cette capacité de vivre bien, de vivre, comme je dis souvent aux patients, mourir, c'est pas grave, hein. Ce qui serait terrible, c'est de mal vivre. Ça, c'est horrible. Mal vivre parce qu'on est dans le passé ou dans le futur, c'est horrible. Alors, prenez cette décision si vous voulez au moins avoir une belle vie. C'est tout, quoi. C'est tellement simple. Et merci Maitreya, merci Raël d'avoir remis cet enseignement au goût du jour avec la technologie qu'on connaît actuellement, puisque cet enseignement a été donné par plein d'autres prophètes avant lui, mais pas avec cet outil de la compréhension scientifique que nous avons aujourd'hui. En tout cas, merci, hein, merci Princesse. Cette notion de simplicité, elle est tellement importante. Et merci à Brigitte, Guillaume, Princesse, hein, pour ces mises en perspective et quelque part cet échantillon qu'on a donné de ce qui se développe au stage. Alors là, on a fait, il y a eu des explications, hein, des mises en perspective, mais encore une fois, l'expérience est importante et on vous invite vraiment là, tout de suite là, si vous voulez, à aller sur ce site Raël Méditation, raelméditation.fr, où dessus, dans ce site, hein, ce sont des pages qui défilent, vous avez des méditations en ligne et vous pouvez directement pratiquer une des méditations fondatrices, mais une méditation principale que l'on appelle la mise en harmonie avec l'infini, que Guillaume développait un petit peu tout à l'heure, face à cette notion de cette capacité que l'être humain a de se connecter à ce qu'il compose, à ce qu'il entoure. On vous invite vraiment à pratiquer, là, c'est à la portée de tous. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit également, c'est qu'en fait, c'est vraiment à la portée de tous. Pas besoin d'être des grands méditants de plus de 20 ans ou 30 ans d'expérience ou d'avoir jamais fait de méditation. C'est vraiment à la portée de tous. Et je crois même me rappeler un des enseignements de Raël par rapport à ça. Pour atteindre l'état de méditation, cette notion de mise en harmonie avec l'infini, une personne qui n'a jamais médité peut ressentir cela avec la même intensité qu'une personne qui médite depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et depuis très très longtemps, quoi. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous à ces stages raéliens. Pour s'inscrire, il faut aller sur rael.org, hein, je crois. Et puis encore une fois, ce site raelméditation.fr. C'était une vraie méditation, presque 7 heures qu'on a vécu. Hein, c'était une vraie méditation. On aurait pu guider une méditation, on aurait pu vous accompagner dans une méditation. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci encore pour votre fidélité, pour votre écoute. Et à très bientôt. Et merci Brigitte, merci Luna et Guillaume. Et à très très bientôt.